Après la lumière des étoiles, entendez par là la Wacy, première tablette tactile africaine en 2011 et aujourd'hui l'Elica HD. Vous l'aurez compris, l'Afrique Autrement s'en va à la rencontre de son concepteur, Véron Mankou. Samba. Samba. Vous savez, Samba, c'est un gros câlin qu'on se fait. On va Donc, le faire alors. Samba. Bienvenue dans votre pays. Merci. Alors, félicitations, je le disais tantôt, par rapport à Elica HD qui fait aujourd'hui notre fierté. Merci, Elica HD, il est juste là à côté de moi. Vous pouvez bien la présenter à nos Voilà, voici Elica HD dont elle parle, notre nouveau bébé. Qui est devenu aujourd'hui, qui est passé du rêve à la réalité. Exactement, vous savez, ça fait 10 ans que le rêve et l'aventure de VMK a commencé et ça fait 5 ans qu'on avait lancé notre premier produit qui était une tablette tactile. Et aujourd'hui, il y a à peine quelques jours qu'on vient de lancer donc notre deuxième bébé, qui est notre deuxième tablette. Mais entre-temps, sur cet intervalle, on avait sorti 5 téléphones. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, on a eu un produit qui était vieillissant et on a eu 5 nouveaux produits qui étaient arrivés sur le marché. Donc il était important pour nous de relancer une nouvelle version de cette tablette. À l'époque, elle s'appelait Wacy. Aujourd'hui, elle s'appelle Elica HD. Ça prouve non seulement qu'on a mûri en termes de naming, mais aussi on a mûri en termes de conception et d'ingénierie de produits. D'accord, je vais vous taquiner un tout petit peu. Qu'est-ce qu'une Africaine comme moi aujourd'hui aurait... pourquoi est-ce qu'elle irait choisir Elica HD? J'aime bien votre robe. Merci. C'est du pagne, n'est-ce pas? Exactement. Et pourquoi vous n'êtes pas venu me voir en Chanel? Vous êtes venu en pagne. Parce que ça représenterait mieux vos valeurs. On est d'accord dessus. Exactement. Et vous pensez que vos valeurs seront mieux représentées par un Samsung ou par la marque à la pomme plutôt qu'un produit africain? Moi, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Premièrement, notre produit est le meilleur alliage entre la qualité et l'accessibilité. Parce que sur le continent, quand on veut l'accessibilité, donc un produit à un prix intéressant, généralement la qualité ne suit pas. Quand on veut un produit de qualité, généralement c'est le prix qui ne suit pas. Et donc nous, ce que nous faisons chez VMK, nous allions qualité d'abord et accessibilité ensuite, pour faire le plaisir du plus grand nombre d'Africains. C'est-à-dire qu'on ne va pas se comparer ou vouloir concurrencer frontalement des grandes marques, mais nous on va apporter ces petites choses qui feront la différence. Regardez aujourd'hui cette tablette qui est 3G, qui a un écran 8 pouces, qui a une grande capacité de mémoire, coûte 100 000 francs au Congo-Brazzaville et avec la possibilité pour les étudiants de la payer en 200 jours en payant 500 francs, 500 francs, 500 francs. Ça, c'est ce que nous apportons. Samsung vous apporterait un produit de cette sorte ou de même mensuration autour de 150 200 000 francs et qu'il faudra payer en espèces sans facilité parce qu'il en fait d'abord avec une vision orientale qu'ils ont adaptée avec un marché africain. Mais nous le faisons pour l'Afrique. Voilà pourquoi nous avons des facilités de paiement. Nous sommes le premier vendeur ou le premier constructeur de tablettes avec cette facilité de paiement à moins d'$1 jour. Moi, je pense que c'est ce qui fait que demain, vous pourrez choisir un VMK plutôt qu'un autre, comme vous pouvez choisir aujourd'hui un Pan Visco plutôt qu'un ensemble bien fait de chez Chanel. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes installé surtout au Congo-Brazzaville, chez vous? Nous sommes au Congo-Brazzaville, mais nous sommes aussi depuis un an, plus d'1 an, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était un peu notre laboratoire, mais nous avons commencé à nous étendre. Dans les mois qui vont suivre, nous serons en RDC, dans plusieurs autres pays. Alors, quelle est la stratégie qui a déjà été, si elle a déjà été mise en place pour pouvoir vous installer dans ces différentes... Jusqu'alors, nous avons privilégié une histoire africaine. C'est-à-dire que quand on va dans un pays, ce n'est pas ton VMK qui arrive, mais c'est VMK avec un autochtone qui s'installe. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons choisi de nous installer avec un autochtone. Donc la stratégie, elle est simple. Nous venons dans un pays qui nous intéresse, comme c'est le cas du Gabon, comme c'est le cas d'autres pays. Nous trouvons un autochtone avec qui on investit ensemble, on monte l'opération locale et nous nous lançons ensuite. Ainsi, les produits qui seront disponibles au Congo seront disponibles aussi dans l'ensemble de notre réseau. Et c'est ce qui est le plus important, je pense. De retour sur le plateau Sunset. Alors, ma chaîne Rona, cet entretien avec Véron Mankou, il faut rappeler tout de même, appelé le Steve Jobs
effectivement congolais. Alors celui qui est à l'origine, le concepteur de la première tablette africaine qu'il a sortie en décembre 2011. Exactement, et le premier smartphone africain. Alors cette rencontre, eh bien, c'était, comme je le disais la dernière fois, que c'était vraiment la personne interviewée parce qu'il fait vraiment partie d'une Afrique qui gagne. Donc, un modèle de réussite africain bien de chez nous. Et voilà, donc, pour les amateurs de tablettes, aujourd'hui, il y a Elikia HD qui est sur le continent africain. Oui, le Elikia HD qui est sorti lundi dernier. Lundi dernier, voilà, exactement. C'est une première HD. Mais il faut s'y rappeler, comme il l'a mentionné, Véron Mankou, c'est une tablette qui ne coûte que 100 000 francs, 99 900 francs. On en a parlé la semaine dernière dans l'image Sunset. Exactement. 99 900 francs, donc 100 000 francs. Et il accompagne véritablement les étudiants congolais à hauteur donc de 500 francs. Il invite donc les étudiants congolais à payer que 500 francs par jour pendant 200 jours, pour pouvoir obtenir cette tablette. A priori, puisque c'est pas encore... Non, vous êtes en train de marcher sur les plates-bandes. Attendez de regarder la deuxième partie de l'interview. C'est très bien. Alors, on regarde la deuxième partie et on revient tout de suite après. Alors, quel est le rapport que vous entretenez, enfin, quand vous visualisez le rapport entre chez les femmes africaines, en fait, et le numérique chez vous? Quelle appréciation est-ce que vous en faites? Vous savez, entre-temps, moi j'ai une fondation qui s'appelle le Bantu Hub et nous militons beaucoup pour l'intégration de la femme dans les nouvelles technologies. Et il se trouve que les femmes ont toujours été, mais pas seulement au Congo, dans plusieurs cultures subsahariennes, ont été toujours à l'écart de la technologie, que ce soit de la télécommande du magnétoscope à l'époque, à la technologie en tant que telle. Quand je parle de technologie, je ne parle pas d'avoir un smartphone et tout, mais je parle de consommer cette technologie. Combien de personnes voyez-vous, combien de femmes voyez-vous dans les bureaux à travers des postes hautement technologiques? Je ne trouve qu'il n'y en a pas assez. Et pourtant, nous disons qu'aujourd'hui, il y a une égalité, il y a une émancipation, il y a une complémentarité. Cette complémentarité, égalité doit être aussi se faire voir ou doit être aussi vendu, promu dans le cadre du numérique. Je crois qu'ils doivent avoir un grand effort pour pousser les femmes à aller vers le numérique. Et je sais qu'au Gabon, cet effort est en cours parce que nous suivons un peu tout ce qui se passe sur le numérique sur le continent et nous savons que le président Ali Bongo s'est engagé sur ces questions, notamment à travers le développement qualifiant, la formation qualifiante. Et nous pensons qu'une discrimination n'est jamais une bonne chose dans un domaine donné, le numéro possible. Alors j'aimerais revenir sur la stratégie que vous avez mise en place qui consiste à, pour chaque jeune Congolais, d'obtenir un Elikia HD à hauteur de 500 francs par jour. Un étudiant, une tablette. Un étudiant, une tablette. Oui. Très beau programme. Est-ce que cela pourra s'élargir dans l'avenir dans l'ensemble du continent africain? Ça serait l'idéal si dans tous les pays où nous sommes, nous pouvons lancer ce projet. Mais c'est un projet lourd en logistique parce qu'il faut gérer les banques, il faut gérer d'autres considérations. Tel que c'est parti, je pense que d'ici l'année prochaine, dans chaque pays où nous serons, il y aura un programme similaire pour permettre aux étudiants d'avoir accès à un produit de technologie. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas tant de faire de VMK une entreprise congolaise, non. VMK est une entreprise panafricaine d'origine congolaise. Partout où nous serons, dans tous les marchés où nous serons, nous devons avoir les mêmes services. Aujourd'hui, le projet Un étudiant, une tablette est lancé au Congo. Rien n'empêche que ce même projet soit lancé en Côte d'Ivoire, demain en RDC. Il suffit juste que nous puissions nous parler entre partenaires, avec l'État, avec les banques, pour voir comment accompagner les étudiants. Parce que là, c'est ce qui est le plus important, accompagner les étudiants pour avoir un outil d'éducation, un outil de recherche, un outil d'apprentissage. C'est ce que nous voulons pour l'éducation en Afrique, je crois. Alors une dernière question pour terminer cet entretien. Est-ce que positionner l'Afrique dans le numérique était pour vous un leitmotiv pour pouvoir mener et construire aujourd'hui votre entreprise VMK? Mais bien sûr, vous savez, aujourd'hui quand on voit comment est le monde, comment ça se passe au monde, en Occident, la marque du numérique qui s'impose est une marque occidentale. En Orient, la marque qui
qui s'impose est une marque orientale. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on devrait voir que ces deux marques-là puissent se battre pour avoir le leadership? Je pense que l'Afrique appartient aux Africains. Il est important que le numérique en Afrique revienne aux Africains. Notre produit a toujours eu pour credo donner accès à la technologie au plus grand nombre. Le plus grand nombre pour nous, c'est l'Afrique. Et je peux vous assurer, je vais vous vendre le scoop, VMK n'ira jamais en Asie. VMK n'ira jamais en Amérique, que ce soit latine ou en Europe pauvre. Non, parce que nous pensons que notre marché, c'est déjà 1 milliard de personnes. Si nous réussissons à atteindre ces 1 milliard de personnes, on aura réussi. Et ce milliard de personnes va se doubler. En 2050, il nous sera 2 milliards. Quand j'ai un marché de 2 milliards, pourquoi chercher à l'ailleurs? Donc voilà, VMK se bat pour le numérique en Afrique parce que nous connaissons ce que c'est le numérique, ce que le numérique a fait dans d'autres pays, ce que le numérique a fait dans d'autres continents. Nous devons nous approprier cela. Monsieur Véron Mancou, merci de nous avoir accordé cette information. Je vous remercie. Frangin, frangine, le work c'est le work. Si Mga veut un job et que le bangando fala le work, c'est qu'un jeune égal à un métier. Un jeune égal à un métier. Un jeune égal à un métier. Un jeune égal à un métier. Nous voilà à plus d'un mois de formation du programme Un jeune égal à un métier, de l'existence à l'emploi. Tous les observateurs s'accordent à dire à l'unisson que ces jeunes sont la fierté et l'espoir d'un Gabon meilleur. Pour cette semaine, nous sommes allés au centre de formation professionnelle de Nkembo, où les stagiaires en menuiserie nous ont fait la démonstration de ce qu'ils ont appris durant tout ce temps. Puis, nous avons fait un saut au centre de la réussite pour voir les avancées des stagiaires en électricité bâtiment. Et pour finir, retour au centre de formation professionnelle de Nkembo, dans la filière de peinture et bâtiment. Salut à tous et merci de regarder ce programme. Un menuisier, c'est un artisan qui fait des meubles et autres ouvrages de bois. Pour les stagiaires d'un jeune égal à un métier, c'est une définition qui a pris tout son sens dès les débuts des formations. Âgée de 28 ans, Clarisse a choisi de devenir menuisière. J'ai choisi la menuiserie du bâtiment parce que c'est un métier que si tu fais ça, tu peux vivre sans que tu vis aux dépens d'une personne. Monsieur Georges, formateur en menuiserie bâtiment, nous en dit un peu plus en ce qui concerne la formation des jeunes. La formation Un jeune métier consiste, surtout dans le métier de la menuiserie du bâtiment, consiste à montrer aux jeunes apprenants les techniques d'utilisation des machines, et de la conception et de la fabrication des ouvrages du bâtiment. Comme par exemple les cadres et portes de fenêtres, les battants et portes de fenêtres. Ça, c'est là les ouvrages qui sont plus retenus dans la formation des menuisiers en bâtiment. Dans cet atelier, ce n'est pas juste couper du bois qui importe, c'est bien plus encore. C'est une grande histoire d'amour entre l'artisan et le bois. Déterminés et concentrés, les stagiaires en électricité bâtiment au centre de la réussite nous font la démonstration de ce qu'ils ont appris. Pour ne pas avoir des ennuis avec les flics, il faut pas se lancer dans la musique. Freddy est engagé, les gens du quartier essaient de persuader et faire de la musique. Antoine nous en dit un peu plus sur le câblage de groupe d'allumage. Et nous sommes en ce moment sur le câblage, l'installation de groupe d'allumage qui consiste à allumer un interrupteur qui produit du courant à deux endroits d'utilisation. Golden Music, Golden Music. Monsieur Nzenge,
formateur au centre de la réussite, donne des conseils aux stagiaires. Les enfants tous ont l'engouement d'apprendre un métier, de vouloir être autonomes. Et je suis même très content parce qu'ils sont en train de bien suivre. Même les leçons qu'on leur donne, vraiment ils suivent très bien. Et au niveau du câblage, depuis là, nous sommes au deuxième câblage déjà. Vraiment, il n'y a pas d'inquiétude. Le seul conseil, c'est qu'ils doivent comprendre que c'est leur avenir. Je crois que c'est une opportunité que le gouvernement a pu trouver pour réduire le chômage. Et ça, c'est vraiment, comme je disais aux enfants ce matin, que c'est le vouloir de tout le monde. Et si nous tous, on se met vraiment dans la même direction pour pouvoir réduire le chômage, et vous savez que si le chômage est réduit, effectivement, beaucoup de choses vont être réduites au niveau du Gabon. Par exemple, les gens qui sont en train de pouvoir embrigader les autres, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, les gens qui attaquent les autres sur la route. Mais si quelqu'un a un métier et s'il gagne quelque chose à la fin du mois, je crois qu'il n'aura plus besoin d'attaquer quelqu'un. Il serait souhaitable que les jeunes qui se sont fait inscrire durant la caravane d'inscription gardent espoir, car après la première vague de formation, il y en aura une deuxième. Si je vous dis vert, jaune et bleu, vous penserez directement au drapeau gabonais. Mais non, nous sommes dans l'atelier de peinture et bâtiment. C'est ici que les jeunes apprennent les différents mélanges de couleurs. Luc nous explique d'où lui vient cet amour pour la peinture. Bon, personnellement, c'est un métier qui me passionne. Puisqu'avant, je travaillais avec mon père dans une société, la place, à France-Séville. Mais la seule chose qui me dépasse encore, c'est le mélange de couleurs, pour obtenir notre couleur. Voilà pourquoi j'aimais vraiment cette filière. Vraiment, mon seul conseil que je peux donner à mes frères ou bien mes soeurs, c'est s'il y a un projet encore qui se passe, au niveau du Gabon en tout cas, qu'ils viennent. C'est vraiment une chance pour tout le monde. Comme dit le président de la République, l'égalité des chances. C'est vraiment une grâce pour moi, personnellement. Même pour les professionnels, le mélange de couleurs est le moment où il faut rester concentré, car la moindre erreur pourrait être fatale pour le résultat final. Toi, tu vas bien. Pour obtenir le vert, non, je dis pour obtenir le vert, vous mélangez le bleu et le jaune. Apollinaire, formateur au centre de Nkembo, se félicite des avancées des stagiaires. Le pressentiment que j'ai, c'est de remarquer quand même que les enfants arrivent à appréhender les minimums qu'on leur transmet comme savoir sur le plan pratique et théorique. Ce sont des enfants au prime abord, c'était pas facile, mais à travers l'habitude de temps en temps, ils apprennent la même chose, ils commencent à appréhender. On les apprend, la filière qui me concerne, c'est de faire de la peinture, mais on les apprend à pouvoir voler de leurs propres ailes. C'est ça l'objectif. Que les histoires d'amour dans ce 7e numéro d'Un jeune égale à un métier. Chers téléspectateurs, vous pouvez vous aussi apporter votre soutien aux stagiaires en allant liker sur notre page Facebook Un jeune égale à un métier, de l'existence à l'emploi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Bye bye. Les gens du quartier essaient de Un jeune égal à un métier, un jeune égal à un métier, un jeune égal à un métier, un jeune égal à un métier. De retour sur le plateau Sunset. Alors, ma chère Rona, un jeune, un métier. C'est un plaisir, hein, comme chaque semaine. Oui, comme chaque semaine. De suivre l'évolution des pupilles de la République. Bien sûr. Mais tu sais quoi, Roger? Dis-moi. Écoute, le projet Un jeune, un métier, ça commence à intéresser, tu sais, les hauts responsables même de la sous-région africaine. D'accord. De l'Afrique centrale. Tu as une petite info là-dessus? C'est pas le Congo? Il n'y a pas, c'est pas le Congo. Exactement. Le Congo, hein? Exactement. Oui, donc, oui. on a reçu le 26 mai dernier la visite donc, du ministre de l'Éducation, de la jeunesse et de l'éducation civique, qui est venu pour voir justement comment est-ce que le Gabon s'en sort pour donner comme ça une formation une aussi sorte large. d'impulsion comme ça pour les jeunes.
Non, c'est bon, il faut une formation. Je veux dire que Sunset est vraiment une très belle plateforme. Hein. C'est Oui. sûr que... Mais en tout cas, une très belle initiative. On ne va pas s'attribuer tous les lauriers, une très belle initiative du ministère, tout de même, hein, qui compte réinsérer plus de 2500 jeunes. C'est pas rien, n'est-ce pas? On peut applaudir. Bravo à Jeune Métier qu'on retrouve effectivement chaque semaine. Eh bien voilà. Oui, voilà. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Moi, ça va bien. J'ai quelque chose à te dire, Philippe. Ah oui? Eh bien moi aussi. Alors, parle d'abord. Non, toi. Cette histoire de se fiancer quand on est enfant, c'est une vieille coutume de chez nous. Mais tout ça, c'est fini. C'était bon pour autrefois, plus maintenant. Bien sûr, Yann. C'est un engagement qui ne nous lie pas. Tu es libre de choisir qui tu veux. Toi aussi, Philippe. C'est ça que je voulais te dire. Je te remercie. Ça n'empêche pas qu'on pourra se marier après, si on en a envie. Il faut faire connaissance. C'est tout à fait mon avis. Et si on ne se plaît pas, Fini. on n'en parle plus. On reste bons copains, c'est tout. Oui. On va tout de même pas nous marier de force. Je voudrais voir ça au XXe siècle. En tout cas, moi je ne t'ai pas oublié. Puisque je t'ai apporté un cadeau. Ouais? Qu'est-ce que c'est? Devine. Oh, mais Philippe, c'est un anneau. Comme quand on se marie. Bien sûr, idiote. Je n'ai pas de temps à perdre, moi. Alors, cet après-midi, on va voir tes parents et on arrange tout ça? Mais tu sais, avec mes parents, c'est le vieux système, la dot. Et alors, c'est gros la dot? Mais bien sûr, j'ai beaucoup de valeur. On leur a déjà offert un buffle et 3 cochons. Et ils ont refusé tout ça? Oui. Oh, c'est de la folie. Allez, viens, mais je ne sais pas si on aura assez d'argent. Un hommage donc à Philippe Maury, ce monstre sacré, je le disais tantôt. Alors, toi qui es un homme de cinéma également, parce que tu es réalisateur aussi de cinéma, mon cher Chaza, alors quelques mots sur effectivement la perte de ce grand homme. Oh ben, déjà, je vais adresser mes condoléances à sa famille proche, à nos amis, Sean Kevin Maury. Sean, nos condoléances. Mariam Maury, nos condoléances. Ce que je pourrais dire, c'est que Philippe Maury, quand on se souvient de lui, je pense qu'on a toujours forcément le sourire. Parce que c'était quelqu'un d'assez atypique et c'était quelqu'un de tonitruant, je dirais. Il était assez cassant. Quand on me disait en général que je suis quelqu'un d'assez cassant, je me disais non, c'est que tu n'as pas encore vu tonton Fifi. Parce que tonton Fifi, il avait le don de dire ce qu'il pensait et il le disait vraiment avec les mots qu'il fallait. Quand on a sorti Les Cieux Interdits, il nous a fait l'immense honneur de venir à la première de notre film. Et son fils étant acteur, il était très heureux. Aujourd'hui, Philippe Maury s'en est allé. Ben, il est parti comme il a vécu. C'était une star, c'était un acteur. Et je pense qu'on se souviendra de lui jusqu'à la fin du temps. Oui, oui, on peut voir à l'écran effectivement cette photo. Ouais. Très beau souvenir. Ouais. Voilà. Tonton Fifi. Eh oui, tonton Fifi. En effet, comme tu disais, on adresse... Et je pense que tous les acteurs du cinéma gabonais, ça veut dire les acteurs, les réalisateurs, les maquilleurs, partagent le même sentiment que moi. Aucun ne pourra dire que Philippe Maury ne l'a pas marqué ou que Philippe Maury n'était pas quelqu'un de cool et de sympa. Franchement, c'était un grand homme, il s'en va. Aujourd'hui, ben, que la terre te soit légère, tonton Fifi, et on se retrouve dans les cieux. Oui, on peut applaudir. Rappelons tout de même qu'il a créé le Centre national du cinéma gabonais, Sénassi. Ancien Sénassi devenu IGIS. Exactement, donc il a fait beaucoup. L'extrait qu'on a vu, c'est effectivement La Cage, sorti en 62, et oui, sélectionné l'année d'après au Festival de Cannes. On peut encore applaudir. Peut-être un mot d'Hervine sur effectivement Philippe Maury. Grand homme, ses œuvres resteront vraiment mythiques pour le cinéma gabonais, pour le cinéma africain tout court.
Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté pour le cinéma africain et qui s'est battu bec et ongle au Gabon pour que ce soit promotionné. Donc vraiment un grand hommage à lui. Un homme libre, voilà. Un homme libre. Merci, merci encore et toutes nos condoléances effectivement à la famille Maury. On reste toujours dans les hommages et cette fois-ci on a la perte d'une légende de la boxe. Eh oui, Mohamed Ali. Mohamed Ali s'en est allé également et cette fois-ci c'était le 3 juin dernier. Des commentaires? Je veux dire que pour reprendre les mots de quelqu'un, les légendes ne meurent pas. Oui, les légendes ne meurent pas, oui. Et on se souvient effectivement de ce match, ce combat, j'ai envie de dire, avec Foreman. Rumble in the Jungle. N'est-ce pas? Et oui, ça restera dans les annales. Un mot? Bah écoute, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Je pense que... Et cogne. Donc je pense que c'est au-delà du concept ou de la technique de boxe, c'est devenu un leitmotiv, un modèle de vie. Ça veut dire pour des gens comme nous qui avons baigné dans la culture hip-hop, etc., on a pris ça pour nous. Ça veut dire vole comme un papillon, esquive le maximum de coups qui t'arrivent et ensuite quand tu as l'opportunité, eh ben, tu piques. Et quand tu as piqué maintenant, tu tapes jusqu'à ce que ton adversaire tombe KO. Je pense que c'est une philosophie que nous partageons et que beaucoup d'Africains ont pris. Et c'est pour ça, je pense que Mohamed Ali est une légende qui, effectivement, ne mourra jamais. Oh non, jamais. Il a inspiré plus d'un boxeur, hein, bien entendu. Ouais. On peut encore applaudir. Vous savez, la protection sociale, c'est un domaine qui s'en occupe de toute la société. Mais spécifiquement, on souligne ceux qui sont les handicapés, les vieilles, les enfants, les femmes pauvres, disons. Mais en réalité, la protection sociale s'en occupe de toute la société. Avec cette vision, ce que nous on fait, c'est d'amener aussi la technologie, les idées qui sont déjà modernes. Comme vous voyez ici, avant, en 2000, les années, quand on commençait aux années 2000, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas utiliser l'ordinateur. Mais nous, comme on a étudié ailleurs, on a vu beaucoup de choses dans les autres pays. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que notre pays aussi avance comme les autres pays. Et cette vision-là, les jeunes ils ont le pouvoir de faire ça. Vous savez, la protection sociale, c'est un domaine qui s'en occupe de toute la société. Mais spécifiquement, on souligne ceux qui sont les handicapés, les vieilles, les enfants, les femmes pauvres, disons. Mais en réalité, la protection sociale s'en occupe de toute la société.
fait, cette vision, ce que nous on fait, c'est d'amener aussi la technologie, les idées qui sont déjà modernes. Comme vous voyez ici, avant, en 2000, les années, quand on commençait aux années 2000, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas utiliser l'ordinateur. Mais nous, comme on a étudié ailleurs, on a vu beaucoup de choses dans les autres pays. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que notre pays aussi avance comme les autres pays. Et cette vision-là, les jeunes peuvent, ils ont le pouvoir de faire ça. De retour sur le plateau Sunset. Alors c'est donc un Focus Malabo. Donc il y aura une émission spéciale la semaine prochaine. Alors que peut-on dire? On a pu voir donc ce reportage, voir un peu l'évolution, les infrastructures de la Guinée équatoriale finalement. L'évolution parce que finalement on est à l'orée 2020 de l'émergence, hein, comme certains pays ont pu signer. Nous, c'est en 2030. Ils sont plutôt bien partis, il faut le dire. Tu y étais, envoyé spécial. Donc toujours un reportage signé Chazando, toi et Christian Moussouami. Et Patricia Lidi Mouélé. Patricia Lidi Mouélé, bien entendu, qu'on embrasse et qu'on salue, bien entendu. Alors, un mot sur Malabo et sur ce que vous avez pu voir. Et surtout, vous avez interviewé un jeune, un jeune, et il fait partie, il est TPG, c'est bien ça? À peu près. Alors, ce que je peux te dire, Roger, c'est, bon, après Bata, c'était déjà... Oui, ça c'était la saison dernière. Voilà. On avait déjà, enfin, il faut le dire, hein, les téléspectateurs qui nous suivent. Pendant la CAN, on en avait déjà parlé. Pendant la CAN de Malabo, on a vu aussi, par rapport à la CAN, effectivement, les infrastructures, l'évolution. Et là, l'occasion nous est donnée par rapport, effectivement, aux élections, à l'élection de la présidence à l'Union africaine. Et effectivement, le candidat, son Excellence Agapito, qui est effectivement un favori, il faut le dire. C'est pour cela que le focus s'est porté sur, bien entendu, la Guinée équatoriale, notamment Malabo, pour qu'on puisse planter le décor. Voilà. Exactement. Alors, nous sommes allés à Malabo avec Patricia Lidi Mouélé, que je salue. Et le voyage était très enrichissant. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons tous entendu que la Guinée équatoriale se développait. Eh ben, c'était l'occasion pour nous d'aller faire une espèce de bilan. Alors, ce que nous avons constaté, au niveau des infrastructures, nous avons rencontré le secrétaire d'État chargé du programme qui s'appelle Horizon 2020, donc Horizon 2020, parce que c'est en 2020 que la Guinée équatoriale compte devenir un pays émergent. Il nous a expliqué donc les 4 étapes, ça veut dire infrastructure, ensuite il y a le changement, la santé, etc. Mais vous aurez l'émission en long. Oui, oui. Donc on a pu le rencontrer. Et on a été d'abord surpris de se rendre compte que le secrétaire d'État était un très jeune homme. Bon, nous avons aussi pu voir le côté social avec le vice-premier ministre qui est en charge de la question sociale, parce qu'après les infrastructures, on se rend compte qu'il se soucie aussi de l'homme. Bien sûr. Donc on parle maintenant effectivement du côté social, beaucoup d'hôpitaux, etc. Mais une fois que c'est construit, il faut que les gens puissent être identifiés pour avoir des droits à des prestations. On a aussi eu la chance de rencontrer le président de la Cour suprême de Guinée équatoriale, qui s'appelle Juan Carlos Ondoangue, qui est un ancien avocat, qui est en fait, en quelque sorte, la 3e personnalité du pays. Un peu comme au Gabon, l'est notre président de la Cour constitutionnelle. Voilà. Et il nous a fait un petit peu un bilan sur la situation juridique de la Guinée équatoriale, qui devient aujourd'hui un pays qui s'ouvre. Et donc, il faut attirer des investisseurs étrangers. Qui dit investissement étranger dit forcément cadre juridique adapté. C'était l'objet de notre entretien. Ensuite, nous avons rencontré, comme tu le disais, Théophilo Edjan, qui est donc l'interventor général, ce qu'on peut appeler l'équivalent du TPG au Gabon. C'est un jeune homme d'une 30aine d'années. Et vous avez pu le voir, il tient très bien sa barque. Comme quoi, en Guinée équatoriale, ce qui nous a le plus surpris, je pense, c'est de voir vraiment que les jeunes sont au cœur du changement. Voilà. Ce sont des acteurs du changement. Oui, oui. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont les responsabilités. On peut citer encore comme ça le directeur général de la jeunesse, qui s'appelle Yvon Bekale, qui est un jeune homme de 29 ans et qui est vraiment très actif. Alors, j'aimerais avoir les réactions de mes amis autour du plateau. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce boom, finalement? Parce que
en une dizaine d'années, la Guinée équatoriale a vraiment pris un tel essor au niveau économique et dans bien des domaines, dans bien des secteurs d'activité. On en a parlé déjà la saison dernière. Erwin, tu connais peut-être déjà un peu la Guinée équatoriale? Juste un peu, mais c'est très beau de voir tout ça en fait. C'est-à-dire que le pays s'est développé très rapidement, comme tu le soulignais, et c'est basé en fait sur la méritocratie en réalité. C'est-à-dire que le jeune, s'il est à son poste, ce n'est pas juste pour une question de lien ou autre. C'est quelque chose qui vient vraiment parce qu'il a ce qu'il faut pour être à son poste. Mais c'est vrai que quand on entend le discours effectivement de ces responsables, on sent véritablement qu'ils sont acteurs même du développement et du changement de leur propre pays. Et ça m'a frappé. Bon, effectivement, les téléspectateurs pourront le voir la semaine prochaine dans ce focus, cette édition spéciale. Alors, les filles, ça vous évoque quoi, finalement, de voir cette évolution comment elle a trouvé les maisons de la Cité Bonne Espérance? Ah oui, c'est vrai, ce sont des logements sociaux. Oui. Alors, écoute, moi, ce que je peux dire, c'est que véritablement, on peut voir que les Équato-Guinéens aiment leur pays, parce que je crois que lorsqu'on aime son pays, on travaille pour son pays, on fait des choses pour son pays, et la Guinée équatoriale a su le montrer. Et donc voilà, quoi, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est un espoir. On peut applaudir. On a hâte en tout cas de voir cette édition spéciale, ce focus Malabo. Graphique, c'est une structure, un studio graphique donc, qui propose tout ce qui est au niveau de la communication visuelle, tout simplement. Tu as une entreprise, tu as un projet, tu veux le mettre au top, on est là pour ça, en gros. D'accord. Alors, tu peux nous expliquer peut-être en quelques mots ta passion pour la photographie? Ouais. La passion pour la photographie est née tout simplement de mon amour de l'image, parce que voilà, après mes études de graphisme, et pendant tout court, j'ai été amené à utiliser la photographie, à développer la photographie pour pouvoir justement mener mes projets à bien. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis même tout petit, parce que mon père me tapait sur les doigts pour avoir démonté quelques-uns de ses appareils photo, pour comprendre comment ça fonctionnait. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est venu très jeune. Très bien. Alors, il faut rappeler tout de même que Erwin a été présélectionné aux Jeux de la francophonie, donc en 2017. C'est pour 2017, donc à Abidjan. Alors, comment s'est déroulé Comment ça s'est déroulé? Concrètement, j'étais pas du tout prêt et parti pour participer à ces Jeux de la francophonie. Et donc c'est en présentant l'idée du concours de photos à M. Désiré Minko, qui est le fondateur de l'agence presse Afrique Image, que je me suis retrouvé face à cette opportunité de participer et de défendre les couleurs du Gabon pour les Jeux de la francophonie. Donc voilà, 2 étapes de présélection qui sont déjà passées. Et je suis arrivé numéro 1 pour l'instant, pour les 2. Bravo, tu me tends une perche. Alors, en parlant donc de ce concours, ce projet, le concours national de photographie. Alors pour le coup, comment dirais-je, parle-nous alors de la genèse de ce projet. Ouais. L'idée, c'est surtout en fait mettre la photographie en valeur, parce que du coup, on n'a pas l'impression qu'il y ait une photographie gabonaise. C'est vraiment quelque chose on connaît des photographes gabonais, Désiré Minko par exemple en fait partie, ou François Zima. Mais vraiment un mouvement de photographie gabonaise n'a jamais pris. Du coup, on a eu l'idée de mettre en place ce concours de photos pour être un événement parmi tout un autre panel d'événements qui arrivera, pour mettre en lumière les jeunes talents de la photographie tout simplement. Il faut dire que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'adonnent à la photographie via les téléphones portables, les smartphones et autres. Et les appareils photos, c'est vrai qu'ils ne sont plus très... c'est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus accessible en fait par rapport à leur accessibilité. Et comment est-ce que vous faites pour pouvoir générer tout cela en fait? Là, vous avez par exemple, à travers ce concours-là, l'opportunité peut-être de les découvrir et de pouvoir les connaître en fait. Ouais. Et donc, pour la suite? Pour la suite, en fait, c'est pour ça qu'on a en ce moment le projet de monter l'association Zimba Photo, donc qui serait l'association des photographes du Gabon, donc qui regrouperait les anciens, les classiques comme on dit, comme Désiré Minko pour le citer encore, mais toute la jeunesse, donc tous ces jeunes talents qui viendraient s'ajouter à ça pour développer des projets, des expositions, etc. Il faut également par rapport au thème peut-être du concours. Voilà, la thématique du concours, c'est le visage de ma ville.
Voilà, tout simplement parce qu'on veut mettre en lumière des images du Gabon et l'œil de chaque photographe sur ça. J'ai une question. Oui, oui, est-ce qu'on peut considérer, comme elle le disait, quelqu'un qui prend des photos sur son téléphone comme un photographe? C'est un mouvement à part entière maintenant qui s'appelle la phonéographie. Donc les gens utilisent totalement leur smartphone pour se confectionner un book et vraiment exprimer leur passion de la photographie avec. Donc à part entière, c'est devenu dans le concours, vous allez accepter des gens qui ont fait des... Pour ce concours, non. Il y aura des événements qui arriveront à la suite pour ça, mais pour l'instant, en fait, on veut vraiment se concentrer sur l'appareil photo et sur cette base-là. Alors, quels sont les critères, Erwin, pour pouvoir participer à ce concours? Voilà. Déjà, donc, il y a une partie qui est le bagage technique, savoir faire son cadrage, gérer ses lumières, ses couleurs. Et de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui est de la créativité en réalité. La créativité est très importante parce qu'il faut amener une série de photos. Il n'est pas juste question de rapporter un cliché, mais une série de photos, 5 à 10 photos donc. Et au travers de ces 5 à 10 photos, pouvoir nous communiquer une émotion particulière. Voilà. D'accord. Alors, tu as évoqué Désiré Minko, qui est le fondateur d'Afrique Images. Oui. Alors, j'aimerais savoir en quelques mots comment s'est faite cette collaboration. Ouais, ben, c'est par quelqu'un d'ici en fait que la connexion se fait. C'est Nicolas Ondo, qui est souvent l'homme de l'ombre de Canal 7, qui m'a conseillé de rencontrer ce monsieur parce que voilà, il avait rencontré et il lui paraissait très intéressant sur beaucoup de points. Et mon amour pour la photographie qu'il connaissait aussi l'a amené à me pousser à le rencontrer. Et donc tout simplement, mon agence qui s'occupe de mettre en valeur des projets, je me suis rendu compte que voilà, Afrique Images était une société qui était en place. C'est la première banque d'images d'Afrique centrale, au final, qui a plus de 20 000 photos dans son répertoire. Et elle n'a pas forcément l'aura qu'elle devrait avoir. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit, pourquoi pas tenter de faire des événements pour mettre ça en image. Très bien, je disais tantôt que le concours a débuté donc le 30 mai. On a donc, les participants ont jusqu'au 17 juin. 17 juin. D'accord. Rappelons que le 24 juin, la remise des récompenses, mais le 24 juin également, c'est le vernissage de Désiré Minko. Voilà, la récompense. Oui, laquelle? Les récompenses en lien. C'est de l'argent, forcément, c'est de l'argent. Non, mais pas que, pas que. Ah bon? Ouais, mais c'est de l'argent, mais c'est un montant, mais en matériel photographique. Donc il y a 1 million de francs CFA en matériel photographique pour le vainqueur. Mais pas que, en fait, il y a aussi un séjour photographique de 5 jours en fait, à l'intérieur du pays, dans une des 4 villes qui accueillera la Cannes 2017, donc au Gabon. Et un petit stage à Afrique Images pour du perfectionnement photographique. Très bien, on peut applaudir Erwin. Erwin Biyumba de Calligraphique, donc Studio Graphique et Communication. Donc il est venu nous présenter le concours national de photographie qui se tiendra donc du 30 mai au 24 juin. Si je peux juste rajouter quelque chose, bien sûr. Par rapport aux participations, étant donné qu'elles sont toujours ouvertes, oui. Donc on vous attend sur la page Facebook, tapez juste concours national de photographie 2016, vous y arriverez très vite, ou sinon sur le blog qui est le cnp2016blog.wordpress.com et vous trouverez toutes les informations, dont les fiches d'inscription et autres. Très bien, c'est noté, on applaudit encore Erwin. Erwin, tu restes avec nous, merci encore. La récolte a été très bonne pour les Panthères du Gabon version full contact et kickboxing au terme du premier championnat d'Afrique de ces deux disciplines des sports de combat tenu à Libreville, la capitale gabonaise. Dans les moins de 53 kg, c'est Stéphane Mundunga qui a ouvert le bal face à l'équateur-guinéen Machita Ngumba, puis a suivi Tidiane Zengue qui s'est débarrassé du Marocain Issam Bougadir dans la catégorie des moins de 57 kg. Tout le monde a sa part de médicaments. Moi, mon médicament, c'est Allah, c'est Dieu. Donc, quand je monte sur le ring, je sais que non, il est avec moi, il me protège. Et si je joue le Ramadan, comment demander à quelqu'un de te protéger tant que tu as rompu, tu as fait une rupture avec lui? C'est pas possible. Et ce jour le Ramadan, ça va forcément me casser le mental. Parce que depuis là, je ne faisais que prier. Et je savais que ça ne peut pas aussi être facile parce que c'est quand même un championnat d'Afrique professionnel. Ika Pinzamba, quant à lui, a montré l'exemple en tant que capitaine de l'équipe nationale des Panthères du Gabon version kickboxing en réalisant la meilleure performance sur le Camerounais Eli Mojo qu'il a battu par KO au 7e round dans la catégorie des moins de 60 kg. J'ai eu des bons coachs qui m'ont encouragé depuis le Goué Maritime. Je suis venu à l'équipe nationale. J'ai eu des coachs qui étaient là tout le temps pour me remonter le moral. Et bien, je me suis adapté. Comme je vous dis, la préparation était dure, mais le combat est toujours facile. Ma spécialité, c'est toujours les KO, donc je m'attendais. Au rang des meilleures performances, outre le pays hôte, le Gabon, il y a eu le Cameroun avec une forte représentation, puis la République démocratique du Congo. Le Bénin, quant à lui, a désisté pour des raisons qui lui sont propres. Il y a également des nations qui n'ont pas pu confirmer leur participation. D'autres se sont prises en retard, à l'exemple de Madagascar, du Nigeria et du Mali.
De retour sur le plateau Sunset. Et oui, nous sommes très heureux d'accueillir celui que l'on surnomme le bagarreur de Brooklyn. Ce n'est pas un Américain, c'est un Gabonais, je le disais tantôt, Jojo Ndong Ekoga, champion d'Afrique. Vous pouvez applaudir, de kickboxing des moins de 75 kilos, semi-lourd. Alors félicitations champion, il y a la ceinture. Alors là, tu vas nous parler de ce premier championnat d'Afrique, hein, de kickboxing organisé au Prytanée militaire de Libreville, qui s'est tenu donc le 17 et 18 juin dernier. Encore bravo, bravo champion. Alors, on aimerait en savoir un peu plus. Alors, raconte-nous, parle-nous un peu de cette expérience. Déjà, avant de nous parler de ce championnat, on aimerait déjà en savoir un peu plus sur ton parcours, tes débuts dans les arts martiaux. Ok, bon, plus précisément, j'ai commencé les arts martiaux d'abord par la boxe anglaise. C'était plus précisément en 2005, le 2 février 2005, parce que j'étais basketteur. Donc, effectivement, c'est en 2005 que je commence à boxer. J'avais presque dans les 16 ans, en fait. Et j'ai boxé 2007, 2008, 2005, 2006 et 2007 déjà. J'ai fait ma première présélection à l'équipe nationale. Et c'est là, justement l'année où les Mabika Taylor sont partis se réfugier en France. Ils avaient besoin du 109 à l'équipe nationale. D'accord. On a commencé à faire la boxe en 2007, 2008, 2009, 2010. Et en 2010, l'autre là, on a ancien notre champion gabonais en boxe anglaise, Mawashi. Normalement, son nom, c'est Piga Kevin. Donc, il est très bon au niveau des jambes. Non, en boxe anglaise seulement, la boxe Tyson. Comme il s'appelle Mawashi. Bon, normalement, on l'appelle Mawashi parce qu'il avait un truc. Quand tu te mets à l'angle, il fait un certain truc. Tu es les rats. Il dit, waouh, Mawashi. Ah, d'accord. Et très bien. Avec ce nom Mawashi. Donc, puisqu'il évolue en France aussi. Donc, quand il est arrivé, il nous a vu nous entraîner. Il a dit, bon, tiens, toi, tu boxes comme Tyson. J'aimerais parler au coach pour que tu puisses aller faire un combat semi-pro en France. Et c'est en ce moment, comme on était dans une salle à Cocotier, et l'équipe nationale, bizarrement, l'équipe nationale du kickboxing, ils étaient là, c'était en décembre 2010. Et ils préparaient le championnat d'Afrique de la zone 4 au Cameroun. Donc on s'entraînait dans la même salle avec ceux qui faisaient du kickboxing. D'accord. Et comment on faisait les sparring? C'est comme ça que je vois un coach, il était assez baraqué, Maître Pablo Isono. C'est comme ça, il sort. Quand je terminais de boxer, il me dit, tiens, petit, toi, t'es baraqué, costaud. Et à chaque fois, quand tu frappes tes adversaires, il faut aussi de ramener la main là et sortir beaucoup plus les crochets. Parce que si déjà tu sors les crochets, tu pourras vite atteindre tes adversaires. Bon, normalement, parce que quand tu boxes, comme il était avec une petite à côté de lui, quand tu boxes, n'importe qui veut seulement venir te dire ce qu'il en pense. Donc je me suis dit que bon, lui là, il veut faire le malin en fait. Et, bon, je dis ok, pas de problème. Et je ne savais pas que c'était le coach de l'équipe nationale et en même temps le coordinateur de l'équipe nationale de kickboxing. 2 jours après, il m'a appelé, il me dit, tiens, Jojo, est-ce que tu peux faire du pied-point? Bon, pied-point, c'est la boxe, c'est du kickboxing. Je dis, mais toute ma vie, je n'ai jamais fait du karaté, bien sûr, je joue au basket. C'est en ce moment il a dit que non, rejoins-nous. Bon, comme je suis normalement de Bellevue 2, mais actuellement je suis au pavillon. J'habitais encore à Bellevue 2, je connais, je suis à Bellevue 2. Il dit, retrouve-nous au stade Petit Paris. Donc quand je suis arrivé, il a dit, tiens, j'aimerais que on puisse t'apprendre à taper les jambes et tu vas aller participer à une compétition avec nous. Bon, honnêtement, ça ne m'intéressait pas. Mais il m'a fait comprendre qu'il était le coach de l'équipe nationale. Je lui ai dit, mais d'ici 2 semaines, je vais faire un combat à Paris, je ne suis pas devenu taper les jambes. Le lendemain, il m'a encore appelé lundi quand on rejoignait au stade. Donc quand on est arrivé, il y avait un monsieur qui était arrivé, il était en costard. Donc il nous regardait nous entraîner. Quand on a terminé, il a dit, oui, c'est lui le petit coach qui m'a parlé. Je lui ai dit, oui, effectivement, c'était monsieur Eric Richard Bekale. D'accord. Le président de la Fédération gabonaise de kickboxing. C'est là où il me fait comprendre que non, au fait, c'est le petit dont je te parlais, il dit, bon, petit, tu dois t'entraîner parce que d'ici le mois prochain, on va aller à New York pour l'Open de New York, un championnat. Je dis, mais tiens, les États-Unis. C'est là où j'ai dit au coach que bon. Le rêve américain. Ouais, j'étais venu pour blaguer, mais là, s'il faut qu'on parte aux États-Unis, même si on me coupe les jambes, j'irai avec les béquilles. Et c'est comme ça que ça a démarré avec le kickboxing. Alors c'est vrai que, Roger, tu veux bien me rappeler les dates, s'il te plaît, du championnat? C'était le 17 et 18 juin dernier. Alors avant le 17 et 18 juin dernier, personnellement, je n'avais pas vraiment entendu parler du kickboxing. Enfin, bien évidemment, on parlait l'année avant
On parlait l'année avant de Mabika tout à l'heure, de Taylor Mabika. Ouais, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer ce silence-là du monde du kickboxing? Effectivement, ça c'est une très belle question. Le silence, c'est pas notre niveau. En fait, c'est votre faute, en fait, les gens du média. Parce que en 2011 déjà, le Gabon organise pour la toute première fois le championnat d'Afrique de kickboxing. Moi-même, particulièrement, j'étais médaillé de bronze. Et ça faisait seulement 1 mois et demi que j'étais quitté la boxe anglaise pour le kickboxing. Vous voyez. Et en 2014, nous sommes partis au championnat d'Afrique de kickboxing. D'où moi-même, je suis sorti champion d'Afrique de kickboxing amateur. Mais on n'a jamais entendu parler, personne ne nous a reçus. On est rentré. Ça force le respect. Alors, combien de titres as-tu déjà remportés? Bon, si j'ai titre, je veux seulement citer les plus insensés parce que c'est tellement beaucoup. Si on se met à citer, on va dormir ici. Bon, je suis plusieurs fois champion du Gabon de kickboxing. Je suis vice-champion d'Afrique centrale de kickboxing. Je suis champion d'Afrique de kickboxing. Je suis médaillé d'argent au championnat du monde de kickboxing, en parenthèse, les internationaux de Libreville. Je suis vice-champion du monde de K1 Roll. Kao State à Dubaï, parce que je suis à Dubaï en 2014 après le championnat d'Afrique de kickboxing. Et actuellement encore, je suis champion d'Afrique professionnel de kickboxing. Ça force le respect. Merci à tous, merci les filles, merci Rona, merci Carmen, merci Annick qui est dans l'ombre, merci à l'ensemble des équipes techniques, Chazando à la réalisation, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être aussi nombreux à Canal 7, votre chaîne panafricaine. Et surtout, n'oubliez pas, TSC connu, bonheur. À la semaine prochaine. Merci à Jazz People. Quiero a ti, no te alejes más. Todo río volverá.